Donc moi je suis le docteur Saul, je suis gynéco et je m'occupe à Curie des consultations en fait, de suivi des femmes porteuses d'une prédisposition génétique. Et on m'a demandé de venir parler pendant un quart d'heure, donc je vais être assez rapide, sur l'hormonothérapie pour que de là vous ayez quelques notions finalement. Qu'est-ce que c'est que l'hormonothérapie? À quoi ça sert? Comment ça fonctionne? Quel est le bénéfice en attente? Quels sont malheureusement les effets indésirables possibles? Et comment est-ce qu'on peut essayer de les prendre en charge? Tout ça en 15 minutes, alors ça va être dose dense. Évidemment, voilà, il est là. Voilà, donc ce que vous savez, déjà je pense, en ayant vu votre oncologue, c'est que finalement le sein est un organe hormonal, il grandit, grossit à la puberté, il se développe grâce aux hormones. Et donc la majorité des cancers du sein, en fait, expriment les récepteurs aux hormones féminines, que sont les œstrogènes et la progestérone. Donc les hormones sont représentées là, et les récepteurs sur les cellules tumorales. Et en fait, à quoi ça sert pour les cellules tumorales? En fait, ces hormones vont lui permettre de grossir et de croître. Et donc le but de l'hormonothérapie, c'est d'aller bloquer ce signal hormonal pour que finalement, on arrive à stopper la croissance de ces cellules cancéreuses. Petit focus sur les œstrogènes, parce que finalement, quand on est en onco, on se dit « oh là là, les œstrogènes, c'est le diable ». Mais c'est vrai que, en particulier pour une femme, les hormones féminines ont des actions très importantes dans le corps humain. Et pouvoir les voir au départ, ça vous permettra de comprendre, en fait, finalement, quand on veut bloquer les hormones féminines, les conséquences que ça peut avoir dans votre organisme. Les plus importantes, qui peuvent avoir un impact avec le traitement, c'est sur la masse osseuse. Les hormones féminines permettent à l'os de mieux capter le calcium et de rester solide et costaud. Au niveau cérébral, on sait aussi que les œstrogènes permettent de réguler la température. Ils permettent aussi, on va dire, au niveau de la circulation sanguine, de réguler la production de cholestérol. Je résume synthétiquement. Bien évidemment, au niveau de la glande mammaire, ils aident au développement pubertaire. Au niveau des ovaires, ils stimulent, on va dire, le cycle. Et au niveau de l'utérus et du vagin, il y a donc augmentation de la muqueuse de l'utérus, saignement après avec les règles. Et au niveau du vagin, il y a une stimulation des glandes hormonales. Donc l'hormonothérapie, on voudra bloquer justement ce signal hormonal et on peut le bloquer de deux manières en fonction du statut de la femme. Est-ce que la femme est ménopausée ou est-ce qu'elle ne l'est pas quand on veut initier ce traitement? Si la femme n'est pas ménopausée, il y a un axe en fait que vous connaissez peut-être dans le corps de la femme, l'axe gonadotrope. C'est des mots très compliqués, mais on a plusieurs glandes, on va dire, dans le corps humain qui partent au niveau du cerveau avec l'hypothalamus, qui envoie une hormone à l'hypophyse et qui va envoyer également une hormone aux ovaires. Et c'est les ovaires qui vont sécréter les œstrogènes. D'accord? Et donc, une femme qui n'est pas ménopausée, elle continuera de sécréter ces hormones féminines, ces œstrogènes dans le sang. On ne peut pas bloquer ça, à moins d'enlever les ovaires chirurgicalement ou essayer de le bloquer autrement. Mais on va essayer, en fait, d'empêcher la cible, qui est les récepteurs sur la glande mammaire, les récepteurs aux hormones féminines. Et à côté de ça, il y a les femmes qui sont ménopausées. Elles, les ovaires ne fonctionnent plus, vu qu'elles sont ménopausées. Et en fait, les hormones féminines qui continuent de circuler chez elles sont sécrétées par une petite glande, on va dire, sur les reins, qu'on appelle donc les surrénales, et qui vont sécréter les hormones masculines, les androgènes. Et ces hormones masculines dans le corps féminin vont être transformées dans le tissu adipeux, dans le gras, par une enzyme, l'aromatase, qui va donc aromatiser les androgènes en œstrogènes. Et donc, chez une femme ménopausée, on va essayer d'agir en bloquant l'action de cette enzyme, de bloquer l'aromatase. Et donc là, tout de suite, vous voyez déjà qu'il y a deux grands traitements, en fait, en hormonothérapie. Le traitement pour la femme qui n'est pas ménopausée, et donc ça sera surtout le tamoxifène, et le traitement pour la femme ménopausée, donc qui est le traitement anti-aromatase, aller bloquer l'enzyme aromatase. Et donc, classiquement, quand est-ce qu'on peut prescrire une hormonothérapie? Les situations, on va dire, les plus fréquentes
sont, on va dire, en adjuvant, une fois qu'on a opéré, qu'on a enlevé le cancer du sein et que ce cancer est donc hormonodépendant, on va pouvoir débuter. Il y a ou pas de la chimiothérapie avant, ça c'est, on va dire, un autre problème. On peut proposer ce traitement pour une durée d'au moins 5 ans et qui peut être aujourd'hui modulé en fonction de facteurs de risque. Est-ce qu'il y avait une atteinte dans les ganglions, des critères entre guillemets de plus de risque de rechute, où on peut discuter un traitement qui peut être prolongé pour une durée totale de 10 ans. Maintenant, c'est vrai qu'il y a d'autres situations où on peut prescrire une hormonothérapie avant la chirurgie. Dans certaines situations, on peut l'utiliser ce qu'on appelle en néo-adjuvant, avant l'intervention chirurgicale, pour réduire la masse avant de l'opérer dans de meilleures conditions. Ou dans une autre situation, quand malheureusement on a retrouvé des lésions à distance, donc des métastases, qui sont aussi hormonodépendantes, et l'hormonothérapie peut être un très bon contrôle de maintien de contrôle de la maladie. Alors, la grande question que vous vous posez, mais finalement, à quoi ça sert de prendre l'hormonothérapie? Quel est le bénéfice à en attendre? En fait, ce qui est compliqué, c'est de comprendre que pour toutes les femmes qui prennent l'hormonothérapie, le bénéfice en fait est différent parce qu'il est très dépendant, on va dire, des caractéristiques de départ initial de la tumeur, et ça dépend du risque initial. C'est sûr qu'une femme qui a un cancer du sein hormonodépendant, on va dire de 5 mm, a un risque initial de rechute bien plus faible qu'une femme qui a, je caricature, une maladie qui fait 8 cm avec une atteinte très importante axillaire. Et donc, c'est sûr que la femme qui a, on va dire, le cancer le plus gros, avec le risque de rechute le plus important, c'est elle qui aura le bénéfice le plus important à ce traitement, ce qu'on peut comprendre. Donc, en fonction du risque initial, le fait de donner déjà le tamoxifène, qui est une des plus vieilles molécules en hormonothérapie, on a déjà une diminution de ce risque de rechute qui est important. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que les femmes qui sont ménopausées, avant elles avaient du tamoxifène, maintenant qu'on a la nouvelle classe, donc depuis quand même de nombreuses années, l'antiaromatase, pouvoir les passer sous antiaromatase a encore amélioré, encore diminué ce risque de rechute, et pour celles qui ont des critères de gravité, prolonger encore le traitement après les 5 ans permettent encore d'améliorer et de gagner sur ce risque de rechute. Donc c'est vrai que d'une personne à l'autre, le bénéfice n'est pas le même, et je dirais c'est pour ça aussi qu'il faut vraiment discuter avec votre oncologue en fonction de votre risque initial. Donc les effets secondaires de ces deux classes de traitement, le tamoxifène, les inhibiteurs de l'aromatase, sont un petit peu différentes et dépendent donc de ce que je vous ai montré sur l'action des œstrogènes dans le corps humain. Donc clairement pour les deux classes, les bouffées de chaleur. Alors en noir, c'est quand même les très fréquents. Ce qu'il faut noter, donc pour le tamoxifène, il y a des bouffées de chaleur, des troubles du cycle. C'est vrai qu'une femme sous tamoxifène verra plus souvent en fait, les cycles s'espacer, voire plus de cycles du tout. Ça ne veut pas dire qu'elle est ménopausée. Le tamoxifène perturbe le fonctionnement ovarien. Ce qui est encore un petit peu plus compliqué, c'est qu'il a beau perturber le cycle, il n'est pas contraceptif. Donc malgré le fait de ne pas avoir de cycle, on demande quand même aux patientes d'avoir une contraception efficace. On a l'impression de marcher sur la tête. Ce d'autant, excusez-moi évidemment, ce d'autant que le tamoxifène est tératogène, et donc il est important d'avoir une contraception efficace, en particulier stérilée ou préservatif. Le fait d'avoir cette stimulation avec le tamoxifène au niveau vaginal, certaines femmes peuvent noter des pertes vaginales normales, mais en quantité plus importante, ce qui peut les perturber au départ. Le tamoxifène peut aussi stimuler la coagulation dans le sang, et donc un des effets qui est rare, mais qu'on rapporte parce qu'il peut être très embêtant, c'est le risque de faire un caillot de sang dans les veines et de donner ce qu'on appelle une phlébite. Et donc c'est vrai qu'il y aura une conduite à tenir si par exemple vous devez voyager, prendre l'avion pendant 10 heures, il vaut mieux le savoir pour mettre des bas de contention avant, par exemple.
Et à noter aussi, même s'il est rarissime, mais on est quand même obligé de l'évoquer, le tamoxifène stimulant la muqueuse de l'endomètre, qui tapisse donc l'utérus, cette stimulation au fil du temps peut augmenter un peu le risque de cancer de l'endomètre. Alors c'est vrai que ce risque, il est vraiment fonction du nombre d'années de prise du tamoxifène, et il reste quand même excessivement faible. Il y a toujours un bénéfice à prendre cette molécule versus le risque du cancer de l'endomètre. Les inhibiteurs de l'aromatase, eh bien, il faut noter surtout des douleurs possibles articulaires et musculaires, parce qu'on a des récepteurs aux hormones féminines en fait, dans les articulations, et donc cette super ménopause, entre guillemets, avec les inhibiteurs de l'aromatase, peuvent engendrer des douleurs musculaires articulaires. Le fait de gêner l'absorption du calcium au niveau osseux peut rendre les os plus fragiles, ce qu'on appelle l'ostéoporose, et avoir des os plus fragiles peut augmenter le risque de fracture. Et donc, il y aura vraiment une surveillance osseuse qu'on fait au départ, à l'initiation de ce traitement, et qu'on peut contrôler au cours du temps. Et on pourra également surveiller le bilan lipidique. Et au niveau gynécologique, il faut penser vraiment aussi porte bas de contention et contraception. Alors, comment est-ce qu'on peut gérer les problèmes les plus fréquents? Alors là, je ne peux pas tout vous lister parce que 15 minutes serait trop court. Les bouffées de chaleur, c'est quelque chose d'excessivement fréquent. Les règles hygiéno-diététiques peuvent aider au quotidien. Éviter de surchauffer les pièces, de manger trop épicé, de boire des fois trop d'alcool. Enfin, l'alcool peut aussi générer les bouffées de chaleur. Une activité physique régulière, on va dire adaptée à la personne, évidemment, et une alimentation variée et équilibrée peuvent aider à cette gestion des bouffées de chaleur au quotidien, en particulier de manière non médicamenteuse, avec l'acupuncture, ou l'auriculothérapie ou la sophrologie, qui peuvent vraiment aider certaines patientes. Ça, c'est sûr que c'est à noter. Après, il y a des traitements médicamenteux qu'on peut proposer, comme certains antidépresseurs. Alors, ça fait toujours très très peur quand on sort à la petite carte des antidépresseurs. Alors, ça ne veut pas dire qu'on pense que vous êtes déprimé ou quoi que ce soit, mais on sait que dans un de leurs effets secondaires, c'est de pouvoir justement calmer les bouffées de chaleur. Et donc, il y a des femmes qui vraiment sont améliorées par ces traitements-là. Certains médicaments qu'on peut donner pour l'hypertension artérielle ou, on va dire, dans le cadre d'épilepsie, ça peut être étonnant, mais peuvent améliorer aussi les bouffées de chaleur. Et évidemment, certains extraits de pollen ou de bêta-alanine également. Alors, autre, on va dire, problème majeur qui finalement est malheureusement peut-être le moins pris en charge par les médecins, c'est la sécheresse vaginale. Un nombre, je dirais, très important de patientes, c'est peut-être même plus que 60 patientes sous hormonothérapie, sont gênées par une sécheresse vaginale qui peut être aussi, on va dire, multifactorielle. Ce n'est pas strictement que le médicament. C'est aussi qu'une femme qui avait 49 ans au moment du diagnostic de son cancer du sein va se retrouver ménopausée avec les traitements, on lui rajoute ce médicament, et donc c'est toutes les choses qui arrivent en même temps qui finalement font un peu un cercle vicieux. Et au milieu de tout ça, le médicament rajoute sa part de problèmes. Et cette sécheresse vaginale, on sait qu'elle a une répercussion non négligeable en termes de qualité de vie, dans le rapport du couple, dans les rapports sexuels, parce que là aussi j'ai eu mal, etc. C'est un cercle vicieux. Et donc tout ce qu'on a à proposer, ce sont les hydratants, les lubrifiants. Dans certains cas, des petites doses d'hormones féminines en crème peuvent tout à fait être proposées par l'oncologue et peuvent améliorer localement bien mieux que des fois simplement un lubrifiant. Et de manière pour l'instant encore confidentielle, mais peut-être que ça sera démontré de manière plus importante par la suite, un laser au niveau vaginal. Le laser, oui. Alors pour l'instant c'est encore confidentiel, on n'en fait pas encore de manière partout. Aujourd'hui on propose surtout de manière systématique les lubrifiants, mais qu'il faut mettre quotidiennement, sinon ça ne marche plus. Donc l'hormonothérapie, vraiment je pense qu'il y a un bénéfice net à le prendre.
Il faut toujours discuter, en parler, que ce soit avec votre oncologue, votre gynécologue ou votre médecin traitant, des effets indésirables, parce que dans la grande majorité des cas, il y a toujours un moyen pour vous aider, que ce soit par des traitements médicamenteux ou non, voire des fois discuter un changement de traitement, une classe médicamenteuse. On peut passer du tamoxifène ou à l'inhibiteur de l'aromatase dans certaines situations. Et je pense qu'en parler, c'est toujours mieux qu'arrêter le traitement. Et une stabilisation pondérale, on va dire, une activité physique régulière et une alimentation équilibrée vont vous aider de manière très importante à supporter ce traitement.